Je pense qu'on va pouvoir démarrer cet atelier. Donc, bonjour à tous. Bienvenue donc, pour cette nouvelle édition des ateliers Arctech IDE proposés par Onco Normandie. Le but de ces ateliers, c'est de mettre en avant une discipline oncologique et d'en apprendre plus sur la théorie, mais aussi sur la pratique clinique liée à cette discipline. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir élargir nos connaissances et de mieux répondre aux besoins dans la pratique de nos métiers. Donc, on a des idées pour les prochaines sessions, mais n'hésitez pas, si jamais vous voulez me faire parvenir des idées d'intervention, ça, n'hésitez pas surtout à m'en faire part. Et donc, un dernier point avant que je laisse la main à Dr Obongo qui nous fait le plaisir d'animer cet atelier aujourd'hui. Donc, le format de cet atelier est en webinaire. Donc là, vos caméras et vos micros sont coupés et un temps d'échange donc, est prévu à la fin. Grâce au chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans cette rubrique. Et bien sûr, l'atelier sera disponible en replay. Donc voilà, sur ce, je vais laisser la parole à notre intervenant, donc Dr Obongo du centre Henri Becquerel, qui va nous parler des cancers tête et cou et que je remercie évidemment vivement pour sa présentation aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la main. Merci, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous l'avez en grand? Non, vous l'avez. Oui, on l'a en format présentateur, mais pas en grand. Ça laisse un peu de suspense. Ça. Toujours pas. Toujours en mode présentation, c'est bien ça? Oui, je pense qu'on est en paramètre d'affichage, il faut changer. J'ai plus après. Ça devrait. Donc là, c'est bon. Merci de m'avoir sollicité. Merci au réseau Onco Normandie. Donc, merci Camille encore pour l'organisation. Avec plaisir, je vais vous faire une présentation sur les cancers de la tête et du cou, qu'on appelle aussi les voies aérodigestives supérieures ou VADS, comme vous le savez. L'idée donc, c'est d'essayer de partir de l'examen clinique, de vraiment la situation de base avec un patient qui présente des symptômes, et on va survoler en fait comment on arrive au diagnostic. Et ensuite aller sur l'axe de la recherche en vous présentant quelques exemples de projets qui ont été faits, ou des projets qui sont en cours, et enfin des projets d'avenir qui, pour certains, ont un peu révolutionné le monde RL. Donc le plan qu'on m'a proposé est celui-ci. N'hésitez pas à ce moment-là à noter vos questions et puis j'y répondrai avec plaisir.
s'il y avait possibilité, ça ne me dérangeait pas non plus d'être interrompu pendant la présentation, mais tout me convient, donc n'hésitez pas. Donc pour commencer, définition simple que vous connaissez, donc qu'est-ce qu'un cancer des VADS? Donc c'est des cellules tumorales anormales qui vont se multiplier, et ça va se faire au niveau des zones des voies aérodigestives. Sur le schéma qui est présenté ici, donc vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Et ça montre en fait que ce qu'on appelle VADS, en fait, on pourrait imaginer que c'est un organe en disant que c'est les VADS ou en fait, ce sont les cancers ORL, mais en fait, dans la pratique, c'est comme si c'était plusieurs organes au sein d'un même organe. Parce que le type de tumeur ne va pas être le même en fonction de la localisation. Vous voyez par exemple en rouge, il y a les cavités nasales, il y aura un certain type de tumeur qui est bien spécifique et qui est catégorisé. Ensuite, il y aura le nasopharynx, un peu plus en arrière en vert. Lorsqu'on ouvre la bouche, donc il y a la cavité orale ou cavité buccale avec la langue et toutes les muqueuses au niveau de la bouche. Ensuite, en allant en arrière, on aura l'oropharynx. Et donc, chaque limite, en fait, est bien connue et bien précise, et le praticien explique où se situe la maladie. Donc, l'oropharynx qui descend et qui s'arrête au niveau de la zone concernant le larynx, et l'hypopharynx en arrière. Sachant que le larynx, il faut considérer qu'il y a la trachée en avant et le larynx est juste en arrière. Les différents types histologiques qui sont rencontrés, il y en a de nombreux. Le majoritaire est représenté par les carcinomes épidermoïdes. On a aussi justement des adénocarcinomes qui peuvent concerner par exemple la région de l'ethmoïde, qui sont plus rares, ainsi qu'un type de cancer qu'on appelle les carcinomes indifférenciés du nasopharynx ou encore UNCT, qui seront donc situés au niveau du nasopharynx. Et après, il y a tout un tas de tumeurs que l'on va classer en tumeurs rares. Il y en a plein, il y en a de tout type. Sur cette petite photo là, c'est un carcinome, c'est du carcinome épidermoïde, c'est juste pour avoir une petite idée. Et concernant les tumeurs rares, il y a en fait en France, on a cette chance depuis de nombreuses années d'avoir un réseau français d'expertise sur les cancers ORL rares qui s'appelle REFCOR. Donc c'est un réseau d'expertise qui est très très bien constitué, avec une RCP nationale qui a lieu 2 fois par mois. Et il y a aussi un groupe de collègues anatomopathologistes qui travaillent au niveau du REFCORPAT, qui permettent la relecture des biopsies, des prélèvements, des tumeurs qui ont été opérées. Et donc, grâce à ce réseau-là, on va pouvoir avoir une confirmation des résultats histologiques des tumeurs, et ensuite on va aussi avoir la possibilité d'avoir un avis sur quel traitement on peut proposer aux patients. En même temps, il faut savoir que le REFCOR est pourvoyeur de nombreuses études, donc je vais vous en parler un peu après. Donc c'est pour cela que je vous ai d'emblée parlé de ce réseau. En termes d'épidémiologie, les cancers des VADS occupent le 5e rang des cancers en France, avec 16 000 nouveaux cas environ par an. Il faut savoir que la 3/4 de ces pathologies concernent les hommes, même si en fait il y a une tendance à se modifier parce qu'on a eu une période où les femmes ont consommé davantage de tabac et d'alcool. Donc les choses sont en train d'évoluer. Même si il y a un autre facteur de risque qu'on va voir juste après, qui peut aussi modifier la donne. On sait aussi dans les chiffres qu'il y a environ 45% des patients qui sont âgés de plus de 65 ans, et ce type de maladie entraîne le décès d'environ 1200 cas par année. Et donc ça concerne 1,7 de l'ensemble des tumeurs. Le taux de survie, il est en moyenne autour de 60%. Là, c'est des résultats que je vous ai proposés qui viennent d'une étude hollandaise avec un nombre de patients élevé à 13 140, mais c'est aussi ce type de chiffre que l'on a et qu'on accepte dans les mœurs pour caractériser donc le taux de survie à 5 ans. Très important,
Onco-Normandie réalise tout ce travail parce que on leur demande de le faire. Mais concernant les cancers d'ORL, il faut savoir qu'en Normandie, on a une particularité, c'est qu'on est la deuxième région la plus touchée par les cancers lèvres, bouche, pharynx en France, après les Hauts-de-France. Donc c'est vrai que les cancers ORL, ils sont mal connus parce qu'on en parle peu, parce qu'ils concernent des populations qui sont différentes, qui ne sont pas forcément actives. Et donc, on en parle peu, mais c'est quand même une population qui est présente et qui est importante en Normandie. Donc, c'est vrai que c'est une bonne idée, je trouve en tout cas, d'avoir proposé un petit point sur les cancers des VADS. Le stade, le diagnostic qui se fait souvent dans les stades avancés, stade 3 ou 4, dans environ 70%. Et ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que les personnes vont avoir des symptômes, mais vont un peu soit temporiser pour consulter, ou alors, pour certains, il va y avoir des difficultés pour aller consulter le bon spécialiste, et des fois il peut y avoir une errance de prise en charge. D'ailleurs, au niveau du réseau Onco-Normandie, il y a toute une procédure qui est mise en place aussi pour essayer de limiter le diagnostic tardif de ces pathologies. Ce qui est aussi particulier, c'est que ces tumeurs, elles sont responsables de symptômes dans plus de 90% des cas. Ça veut dire qu'en fait, le patient, il vient, il a un symptôme, et il va pas forcément consulter parce que ces symptômes ne sont pas forcément inquiétants. On va les voir juste un peu après, mais c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Il y a aussi un petit mot sur les types histologiques concernant les fosses nasales et les glandes salivaires, qui sont aussi des cas à part et qui sont traités par le REFCOR aussi, qui représentent 5 à 10% des cas. Concernant les facteurs de risque, donc vous le savez, je suppose, il y a le tabac, l'alcool, et le dernier dont on parle beaucoup, c'est le virus d'HPV. Ce virus qui est responsable des cancers au niveau du col de l'utérus, est aussi responsable de cancers ORL, situés particulièrement au niveau de l'oropharynx. Et donc c'est un nouveau type de facteurs de risque qui existent depuis quelques années, et certains parlent même que ça fonctionne un peu comme une épidémie. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de patients qui ont des cancers oropharyngés en rapport avec le virus HPV, et un peu moindre de cancers au niveau de l'oropharynx en rapport avec le tabac et l'alcool. Et ça aussi, ça dépend de la population. Ça veut dire qu'en région parisienne, par exemple, il y a certains centres où ils sont même arrivés à peu près à 50-50 en termes de répartition, ce qui n'est pas encore du tout le cas pour chez nous en Normandie. Ensuite, il y a d'autres facteurs de risque avec des agents professionnels. Il y a par exemple l'amiante qui va entraîner donc des cancers du larynx. Et il y a aussi, par exemple, la poussière de bois chez les personnes qui travaillent en menuiserie, et qui va entraîner des tumeurs au niveau du cavum. Concernant les symptômes d'alerte dont je vous ai parlé, vous allez voir qu'en fait, c'est des petites choses qui ne vont pas forcément être inquiétantes, mais qui peuvent être révélatrices de la pathologie. Donc c'est très important que lorsqu'une personne va avoir ces symptômes qui perdurent depuis plus de 3 semaines, d'aller consulter un médecin traitant ou un spécialiste ORL ou chirurgien maxillofacial. Donc les symptômes, ça peut être une langue douloureuse, mal de gorge, ganglion dans le cou, une narine bouchée, difficulté pour avaler, voix enrouée. Donc tout ça, on peut croire que plusieurs de ces symptômes, que c'est pas grand-chose, mais ça peut être révélateur de la maladie. Et des fois, dans des études, on va aussi se baser sur ces éléments pour construire certains designs d'études, notamment épidémiologiques. Les symptômes d'alerte vont conduire au diagnostic, et ce diagnostic, on va le voir, il se fait par plusieurs étapes. Avant de parler du diagnostic, je vais vous mettre
je vais vous présenter 3 cas cliniques pour avoir une idée de ce qui se passe en réalité. Là, vous avez le cas de monsieur L qui a 54 ans, qui lui est fabricant de machines agricoles. Il consomme du vin au dîner. On peut imaginer que ce n'est pas une consommation très très importante, mais il fume un paquet par jour depuis l'âge de 15 ans, sachant qu'il a 54 ans. Les symptômes, c'est qu'en fait, il avait une voix rauque avec extinction de voix, qu'on appelle dysphonie, et il avait aussi une douleur à l'oreille qu'on appelle otalgie réflexe. En fait, c'est le cancer qui était situé au niveau du larynx, qui augmentait et qui était en contact avec certains nerfs qui entraînent la douleur à l'oreille. Là, sur les photos, vous voyez en fait un tuyau d'intubation. Ça, c'est la corde vocale droite et la maladie, elle est là, posée sur la corde vocale droite, ici dans une zone qu'on appelle la bande ventriculaire, et on est du côté droit. Donc là, on voit encore la maladie ici qui arrive au niveau de l'épiglotte. C'est le clapet qui permet de protéger les voies respiratoires. Donc ce patient, il a mis 3 mois à peu près pour pour consulter. Et il s'est avéré que la maladie était donc un cancer du larynx. On l'a traité par laryngectomie totale, et on a aussi retiré les ganglions, c'est systématique. Et ensuite, il y a eu un traitement complémentaire par radiothérapie. Malheureusement, il y a eu une évolution vers des métastases pulmonaires, et ce patient, monsieur L, a eu après un traitement par chimiothérapie. Un autre cas de monsieur S, qui lui, justement, on en parlait tout à l'heure, il est menuisier, il prend pas vraiment d'alcool, et il a arrêté de fumer depuis 20 ans. Il avait donc des saignements de nez, et il a consulté 2 mois après parce que ça continuait, et finalement, en mettant la caméra dans le nez, on voit en fait cette anomalie qui est là dans le fond. Et en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un cancer des sinus, un adénocarcinome de l'ethmoïde, plus précisément. Donc il a eu un traitement avec une séquence de chirurgie, puis ensuite de radiothérapie, et ce patient est actuellement en rémission. Ensuite, un dernier cas, vous allez voir, c'est pas évident pour ce cas-là. Donc il s'agit d'une enseignante qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui a 62 ans, et qui avait une gêne pour avaler. Donc on va dire un symptôme qui est banal, mais elle avait aussi par contre une boule dans le cou avec une légère douleur au niveau de l'oreille. Et donc finalement, elle a consulté en 1 mois, et il s'est avéré que c'était un cancer, un carcinome épidermoïde, mais P16+ et HPV+. Donc c'est les nouvelles maladies dont je vous parlais. Et là, sur la photo, vous voyez qu'en fait, là, il y a une petite zone saignante, mais qui est absolument discrète. Donc faire ce diagnostic-là, c'est pas évident chez une personne qui fume pas. Il fallait déplisser en fait le pilier antérieur de l'amygdale, déjà pour le voir en consultation. Et là, on est au bloc opératoire. Donc lorsque l'on fait ce geste-là, c'est un examen sous anesthésie générale. On va le revoir après. Ça s'appelle une panendoscopie. Ça permet d'examiner l'ensemble de toutes les muqueuses des voies aérodigestives supérieures. Et donc, on voit en fait cette anomalie. Cette patiente, elle a eu un traitement par radiothérapie, potentialisé par du cisplatine, et actuellement, elle est en rémission. Donc, là, avec ces exemples-là, ça vous permet d'avoir une idée. Mais comment est-ce qu'on arrive au diagnostic une fois qu'on a ces symptômes? C'est ce que l'on va voir là avec quelques diapositives. Donc, il y a la consultation initiale. Il va y avoir tout plein d'actes, tout plein de consultations qui vont permettre le diagnostic, mais en parallèle, il y aura aussi des soins de support, et on fera le bilan préthérapeutique. Et vous savez que dans la séquence des soins de support, sur plusieurs études, eh ben, des fois, en fait, il y a une séquence qui implique les soins de support, et des fois, ça arrive que des arcs puissent venir faire avaler quelque chose aux patients, ou faire des tests assez simples, mais qui sont encadrés, bien sûr, par le design de l'étude. Donc, pour faire le bilan diagnostique, il y a tous ces examens qui peuvent être faits. Ça va dépendre de la localisation, de où est située la maladie, et donc ça va dépendre de où est située la maladie. Là, par exemple, dans certains cas de tumeurs au niveau de la thyroïde,
ou de ganglions cervicaux, mais dont on ne retrouve pas d'anomalie tumorale au niveau de l'examen clinique, on va avoir recours à une biopsie ou une cytoponction. Donc ça, c'est un exemple de matériel. Donc ici, on va en fait prendre l'aiguille et on va aller au niveau de la glande thyroïde, contrôlée par l'échographie, et après on va étaler sur des lames le produit. Donc c'est un peu le même principe avec les cytoponctions ganglionnaires. Donc ça va nous aider à avoir un diagnostic avant le traitement. Ces imageries-là, c'est le docteur Kalonek qui me les a partagées, qui a développé pas mal d'activités au centre Henri Becquerel autour de ce geste-là. Ensuite, on va faire un bilan d'imagerie. Là, c'est un exemple d'IRM avec une lésion au niveau de l'oropharynx, avec un scanner qui retrouve la même maladie, mais vous voyez que l'image est beaucoup plus précise avec l'IRM. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va dire que pour chaque cancer, vous le savez, il y a une classification TNM qui est nécessaire et qui se fait après avoir récupéré l'ensemble du bilan. Eh ben, on va avoir une classification de TNM clinique, mais aussi radiologique. Donc, l'IRM va nous aider à faire le bilan du T, de la tumeur. Le scanner va être plutôt intéressant pour surtout faire le bilan du N, et pour les lésions qui vont concerner l'étage en dessous de l'osioïde. L'IRM, pour toutes les lésions qui sont au-dessus de l'osioïde, on va avoir tendance à faire une IRM. Et une image là de PET scanner qui va nous permettre de faire le bilan du M, c'est-à-dire savoir s'il y a des métastases à distance. Là, sur cette photo, je vous ai montré l'oropharynx pour que vous ayez une idée, mais bien entendu, ce qui est intéressant, c'est pas de regarder l'oropharynx sur le TEP, mais c'est de regarder les tâches pulmonaires, digestives, et c'est pas rare que l'on trouve des maladies synchrones. Ensuite, il va y avoir une consultation d'anesthésie, etc., avec l'infirmière pivot aussi, c'est de l'organisation, pour aboutir à la panendoscopie, qui est, on va dire, systématique pour faire le diagnostic de la pathologie. Donc ça se passe au bloc opératoire. Sur cette photo, on voit le chirurgien qui tient dans sa main gauche donc un laryngoscope. Vous voyez, c'est un matériel qui est dur. Donc le patient, il est endormi totalement, il sent rien. Et donc, on va aller avec des appareils et une caméra, là on voit un endoscope, regarder partout. Et c'est beaucoup plus précis que l'examen en consultation pour certaines zones. On va prendre des photos et on va aussi aller faire donc des biopsies qui vont permettre le diagnostic. Donc, le but de cette panendoscopie, c'est de compléter le bilan du T. Rechercher aussi une seconde localisation parce qu'avec le terrain de tabac plus alcool, il peut y avoir une lésion sur une autre zone au niveau des VADS. On examine aussi l'œsophage en faisant une gastroscopie, par exemple, et comme je vous disais, on fait des biopsies. Là, c'est une image où en fait on voit tout l'hypopharynx. Ça, c'est le sinus piriforme droit-gauche. Et là, par là, c'est c'est l'œsophage. Et là, voilà, c'est le sinus piriforme droit et le sinus piriforme gauche. Ça, ce sont les cordes vocales qu'on voit un petit peu. Et ici, on voit de la maladie au niveau de la zone qu'on appelle arythénoïde à droite. Ensuite, il va y avoir donc, je vous ai parlé donc des soins de support, un bilan pré-thérapeutique. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'examens qui vont conduire à une discussion en réunion comité pluridisciplinaire. Et ça, c'est capital, c'est très important pour toutes les tumeurs, c'est sûr. Et en ORL, c'est très particulier et les oncologues nous le disent que c'est d'ailleurs ce qui peut des fois donner le charme de cette spécialité pour les tumeurs en vérité des VADS. C'est que pour deux lésions qui vont se différencier par exemple de 5 mm, il ne va pas y avoir le même traitement. En fait, ce n'est pas totalement systématisé à l'avance. Je me réexplique différemment. Ça veut dire que les tumeurs, le traitement des tumeurs,
se discute vraiment au cas par cas, avec besoin de regarder l'imagerie, besoin de connaître le terrain du patient, les antécédents, les problèmes cardio, et des fois, avec juste une différence de 5 millimètres, on n'a pas du tout le même traitement. Donc en fait, c'est très important d'avoir ces RCP et qui vont vraiment orienter la suite des choses. J'invite aussi pour les collègues qui peuvent, les ARC, les TEC ou les IDE, à participer au RCP parce que c'est très intéressant. C'est une manière aussi d'avoir une approche globale sur le patient et des fois, ça sert aussi un peu à screener les patients pour les différentes études qui sont disponibles au sein des centres. Donc, ça, c'est le parcours de soins global. Avec ici, on a volontairement mis différentes étapes de traitement avec un traitement chirurgical, avec une étape de reconstruction, on va le voir ça après, puis une étape de traitement complémentaire par radiothérapie et parfois, donc, on met de la chimiothérapie. Les traitements, justement, ils sont d'ordre curatif, freinateur ou symptomatique. La définition, vous la connaissez sûrement, donc curatif, c'est pour guérir le patient et au moins, en tout cas, induire la rémission. Ensuite, les traitements freinateurs, c'est lorsque l'on ne peut pas guérir la personne, on va proposer des médicaments pour diminuer l'évolution de la maladie et, et permettre d'augmenter la durée de vie associée à une qualité de vie satisfaisante. Et les traitements symptomatiques que vous comprenez. Encore une fois, les traitements curatifs et freinateurs sont capitales d'être discutés en RCP, ce qui n'est pas le cas des traitements symptomatiques. Concernant les traitements curatifs, ils sont de 3 ordres, vous l'avez bien compris, d'ordre chirurgical. Là, je vous ai mis une petite photo avec monsieur Léon Labbé qui a réalisé la première laryngectomie totale en France en 1885. C'est un peu le père des chirurgies, on va dire, laryngées ORL. Ça, c'est un exemple justement de laryngectomie totale qui ont été faites au bloc opératoire avec la pièce de laryngectomie qu'on pose en fait sur un liège et on met des zones pour spécifier les zones du curage ou de l'évidement qui ont été faits, zone 1A, 2A, et c'est ce qui permet aux pathologistes de savoir. Et donc, dans une étude, si on a besoin de classer les zones atteintes au niveau ganglionnaire, ben donc c'est le chirurgien en fait qui dit ce qu'il a retiré, et l'idéal c'est de le mettre sur un liège ou dans des pots séparés, mais ça c'est juste de la technique. Ensuite, un exemple de reconstruction par lambeau libre. Vous savez que de nos jours, les grosses tumeurs de la bouche ou même au niveau du maxillaire, on ne fait plus comme avant où on retirait juste la maladie et après on laissait comme ça, où on utilisait certains systèmes pour obturer la perte de substance. Maintenant, on a accès à des reconstructions par des lambeaux libres, où en fait, on va prendre des tissus qui viennent d'une autre zone anatomique, avec une artère, une ou deux veines, que l'on va brancher là où est-ce qu'on a retiré la maladie. Et par exemple, là, vous voyez le dessin d'un lambeau de péroné ou de fibula au niveau de la jambe. Lorsqu'on a retiré une maladie avec exérèse osseuse, on va reconstruire donc avec de l'os qui provient du péroné. Là, en fait, on voit la photo du lambeau avec le pédicule qui est là, c'est l'artère et les veines qu'on va brancher, et il y a aussi de la peau pour reconstruire. Ça, c'est un exemple donc de lambeau qu'on appelle antérolatéral de cuisse, avec lequel on va fabriquer une langue. Ça, en fait, c'est pour refabriquer une langue et qu'on va brancher également à l'intérieur de la bouche. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on branche, par exemple, un lambeau antérolatéral de cuisse au niveau de la bouche, ça donne cet aspect-là. Il y a aussi des chirurgies qui se font assistées par robot. Ça, c'est donc une salle d'intervention avec un robot qu'on appelle Da Vinci, et ça, c'est la disposition. Et lorsqu'on regarde au niveau du champ opératoire, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, donc là on voit les pinces qui vont attraper les structures anatomiques et là une autre pince qui va faire la résection. Donc on va retirer la tumeur en passant par des secteurs à distance du cancer. Ensuite, l'autre type de traitement curatif, c'est la radiothérapie. L'histoire, donc, c'est que les rayons X ont été découverts en 1895 par
et la radiothérapie par Henri Becquerel en 1896. Et c'est ce qui a mené tout le développement après de ce type de traitement. Ça ressemble à ça, une machine de radiothérapie. Il y a docteur Le Sueur qui a fait il y a un an un très bon webinaire justement aussi destiné à vous, aux ARC, aux TEC, aux IDE. Donc, je vous invite aussi à le revoir. Il explique beaucoup mieux que ces quelques slides. Donc, ça, c'est une machine. Et ça, c'est le principe où, en fait, il faut contourer la tumeur. Et après, les rayons, les photons vont aller détruire la tumeur. Il y a aussi un nouveau traitement, mais qui existe depuis quelques années, qu'on appelle protonthérapie. Ça va être pour des tumeurs spécifiques. En ORL, on peut des fois l'utiliser pour des cas de réirradiation, mais c'est des cas très particuliers. Sinon, ça va plutôt se faire en dehors de l'ORL, sachant que ça a un coût très important. Et il n'y a que 3 machines en France. Il y en a une à Caen, une à Orsay et une à Nice. Et donc, on va prioriser ce type de traitement pour les lésions qui vont être proches des structures critiques, par exemple l'œil, par exemple le tronc cérébral et autres. Et enfin, le dernier traitement véritable pour guérir les cancers des VADS, c'est la radiothérapie, mais associée à de la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie seule, pour le moment en tout cas, ne permet pas une guérison des maladies oncologiques au niveau des VADS. Et donc, c'est en 1909 que, à partir de travaux en hématologie, Paul Ehrlich a initié en fait les traitements de type de type chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie vient s'associer à la radiothérapie. Et on utilise en particulier une molécule, c'est du cisplatine. Et des fois, on peut utiliser d'autres types de molécules en cas de contre-indication. Et en fonction des protocoles, je vous ai mis aussi simplement pour avoir des noms, on peut utiliser du 5-FU ou d'autres molécules encore. Ensuite, concernant les traitements freinateurs, là, je vous ai mis un exemple qui vient d'un référentiel d'une autre région en Onco-Occitanie, mais on va aussi globalement utiliser les mêmes types de traitements ici en Normandie. C'est une association, ça va plutôt être des associations lorsque la maladie est métastatique. On va plutôt, par exemple, faire une première ligne avec un traitement qu'on appelle de type extrême. C'est lié à des études qui ont été faites, qui associent donc du sel de platine, 5-FU, et du cetuximab, qui est un anticorps monoclonal. Ensuite, on peut aussi utiliser un autre type de schéma qu'on appelle TIPEX, qui associe du Taxotere, cisplatine et encore du cetuximab, et ça donne des résultats un peu similaires. Et après, on peut aussi s'interroger sur l'intérêt de l'immunothérapie, comme vous le savez, qui est en pleine explosion actuellement, même si en ORL, il y a des nouveautés, mais on ne va pas les donner en première intention. Et j'en parle encore après. Donc, il y a dans les traitements freinateurs des chimiothérapies, les nouvelles thérapies, donc j'ai évoqué tout à l'heure le cetuximab, donc c'est un anticorps monoclonal qui fait partie des thérapies ciblées, mais il y a aussi donc l'immunothérapie avec des molécules comme le nivolumab et le pembrolizumab qui sont en rapport avec PD-L1. Ensuite, il y a un traitement qu'on peut aussi noter, c'est la radiothérapie hypofractionnée. Ça veut dire que lorsque l'on ne peut pas guérir la personne, mais qu'elle a une tumeur qui est présente, on peut des fois faire un traitement, mais en petite séquence de radiothérapie, ce qui permet de ralentir quand même la progression de la maladie. Et aussi, il y a une vertu antalgique pour certaines localisations. Les traitements symptomatiques, c'est juste à titre informatif. Et maintenant, on va passer un peu sur le volet recherche en cancérologie. Si on regarde sur la base de données PubMed, donc en tapant tout simplement Head and Neck Cancer, on va voir qu'il y a à peu près 436 72 000 articles, alors que, par exemple, si on regarde pour les cancers du poumon, il va y en avoir près de 60 000 plus. Et si on prend les cancers du sein, vous voyez qu'on est carrément à 581 000. Donc, c'est vrai que les cancers ORL ont peut-être un peu moins de travaux scientifiques, mais il y a quand même
beaucoup de choses qui sont faites. Et au niveau international, il y a aussi plusieurs entités qui font des travaux de recherche collaboratifs internationaux. Par exemple, le groupe Head and Neck Cancer International Group, l'IORTC, c'est que deux exemples qui vont coordonner des études partout dans le monde. Ensuite, au niveau national, qu'est-ce que l'on a? On a quand même plusieurs groupes aussi coopératifs qui vont mener des études. Il y a par exemple la SFCCF, donc la Société française de carcinologie des cervico-faciales, donc qui concerne les chirurgiens ORL, mais aussi les chirurgiens maxillofaciales qui vont participer donc à différents projets. Il y a le groupe d'études des tumeurs de tête et cou qui va aussi faire beaucoup d'études avec notamment des aspects un peu plus chirurgicaux. Il y a le GORTEC qui va impliquer donc des chirurgiens, des oncologues médicaux, des oncoradiothérapeutes, des anatomopathologistes qui vont regrouper beaucoup de personnes et surtout avec des essais donc autour des traitements de type radiothérapie ou traitements médicaux. Il y a aussi le REFCOR dont on a parlé tout à l'heure. Et si je vous donne par exemple un exemple d'études qui sont réalisées par le biais du REFCOR, vous allez voir qu'actuellement il y a 21 études. Et donc là, c'est un peu ce que je viens d'évoquer. Il y a donc des collègues oncologues médicaux, radiothérapeutes, donc il y a vraiment des anatomopathologistes, des chirurgiens, donc il y a vraiment plein d'études. Et donc peut-être que d'ailleurs vos centres peuvent participer à certaines. Ensuite, pour vous donner un exemple d'étude en cours dans laquelle on participe au centre, j'ai souhaité vous parler de cette étude qui est intéressante, c'est NanoRay 312, qui est une étude de phase 3 et c'est aussi pour vous montrer en fait, comment dire, le côté un peu pluri-spécialistes des prises en charge où en fait dans cette étude il y a une séquence en fait qui est réalisée par le chirurgien, par le radiothérapeute, bien sûr par les anapathes et par l'oncologue médical. Donc c'est vraiment un travail qui concerne tout le monde et c'est des travaux collaboratifs qui sont très intéressants. Dans cette étude en fait il s'agit d'utiliser une nanoparticule qui s'appelle le NBTX R3. Et donc qu'on va en fait injecter au niveau de la tumeur et ensuite on va avoir le schéma de traitement classique et le but c'est d'augmenter l'efficacité de la radiothérapie. Je vous ai mis un petit texte là si vous avez envie de le lire, ça explique un petit peu comment la nanoparticule va être modifiée par les rayons X de la radiothérapie et le mécanisme de destruction de la tumeur. Le design de cette étude, en fait, c'est celui-ci. Donc, il y a un bras avec injection de la nanoparticule activée par la radiothérapie, avec ou sans cetuximab en fonction du choix de l'investigateur. Et l'autre bras, c'est la radiothérapie avec ou sans cetuximab également, mais sans l'injection de la nanoparticule. Et donc, c'est toute une coordination avec le bloc opératoire également, parce que ça se fait sous anesthésie générale, avec besoin de faire un examen, une imagerie en fait, après avoir injecté la molécule. Donc voilà, après il y a des visites de suivi. Et ce traitement, cet essai est encore en cours, donc à voir. Mais on sait que ce type de traitement dans les pathologies pulmonaires marche bien. Donc on a plutôt de l'espoir pour les maladies aussi au niveau des VADS. Ça, c'est un autre exemple d'études en cours auxquelles on participe. C'est pareil, comme je dis, en fait, c'est pas juste, par exemple, un radiothérapeute ou un chirurgien ou un oncologue médical qui va faire la majorité d'études, il y a vraiment besoin d'une coordination. Donc cette étude-là s'appelle OptiFlap et donc c'est aussi un essai de phase 3 où en fait on va évaluer la désescalade thérapeutique en préservant les zones de
lambeaux libres, je vous ai montré tout à l'heure des photos, pour ne pas les irradier en post-opératoire. Et donc, c'est une randomisation 1-1 avec un bras expérimental radiothérapie avec préservation du lambeau, et le bras contrôle, c'est radiothérapie standard sans préservation. Donc cette étude multicentrique est en cours. Et là, je vous ai mis un exemple de pathologie, d'études qui a été publiée. C'est un travail collaboratif qu'on a fait ici au centre avec les collègues aussi du CHU et qui travaillent dans d'autres cliniques. Donc en fait, ça concernait la détection de l'ADN circulant tumoral en utilisant donc du NGS dans une population particulière, donc les patients qui sont HPV négatifs avec des tumeurs avancées. Et donc ça, c'était donc le schéma de l'étude avec on techniquait donc l'ADN circulant en préopératoire, on le faisait en post-opératoire et ensuite on le faisait de manière trimestrielle. Et vous voyez qu'il y a la séquence de chirurgie, donc il faut manager tout ça, la séquence de radiothérapie et endoscopie de contrôle avec un scanner à 3 mois en post-traitement. Et là, en fait, sur ce travail-là, qui est donc publié, il a été mis en évidence en fait un test personnalisé basé sur le panel de NGS avec 11 gènes, et ça donne des informations en fait sur la possibilité de détecter cet ADN tumoral dans les différentes phases de traitement. Et donc c'est, on va dire, une première étape pour après aller sur d'autres types d'études avec des nouvelles stratégies. On arrive bientôt à la fin. Là, je vais vous parler donc des perspectives, des choses à venir, des essais cliniques. L'avenir, par exemple, sur la chirurgie, il y a des nouveaux moyens qui sont mis à disposition. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, de chirurgie robotisée avec une machine qu'on appelle single port. Ça veut dire qu'avant la machine, pour opérer, il y avait plusieurs bras, et donc il fallait rentrer les bras au niveau de la cavité buccale pour pouvoir opérer, et on allait donc retirer la tumeur. Et là, en fait, on augmente encore en facilité et en maniabilité, parce que maintenant, il y a un système qu'on appelle single port avec un seul canal qui va directement aller au niveau du site opératoire ou de la bouche, et qui va se déployer, et les bras vont se déployer à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même très intéressant, mais ça ne va pas concerner forcément tout type de chirurgie. En radiothérapie, dans les perspectives, on peut parler d'hadrothérapie. C'est une association de traitement avec des protons et des ions carbone. Ça, pour l'instant, c'est pas encore très répandu. Il y a une machine avec une équipe en Allemagne qui fait beaucoup de travaux. Ça coûte très cher. Il y a aussi une équipe japonaise qui fait ça. Et la particularité, c'est que ça ne va pas entraîner de toxicité sur les tissus périphériques. Donc, les radiothérapeutes sauront mieux parler que moi de ce type de traitement. Et il y a aussi peut-être une orientation vers la radiothérapie associée à l'intelligence artificielle, de voir comment l'IA va modifier la manière de traiter les patients. En immunothérapie, pour terminer, je ne parle pas de chimiothérapie, mais directement d'immunothérapie. Avec les 2 molécules qu'on a déjà évoquées, il faut savoir qu'il y a un bouleversement dans le monde de l'ORL. Ça veut dire que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas de nouvelles molécules qui permettaient d'augmenter la durée de vie ou de diminuer la survie sans progression de manière significative. Et donc là, on a 2 études qui montrent que c'est possible. Ces slides m'ont été partagés par le professeur Clateau. Donc, cette étude que vous connaissez pour certains a été présentée donc lors d'un congrès annuel à Chicago, l'ASCO. Et donc là, il s'agit de traiter par pembrolizumab, mais en néoadjuvant et en adjuvant,
en plus des traitements standards pour les tumeurs avancées. Et donc, cette étude, on appelle ça Keynote 689, et ça, c'est le design de l'étude. Et vous voyez que donc il y a 2 bras, donc avec Pembro en 2 cycles associés à la chirurgie. Et ensuite, on continue en adjuvant avec du Pembro sur 3 cycles et 12 cycles par la suite, alors que l'autre bras, c'est le bras standard avec séquence de chirurgie et radiothérapie. Et sur les résultats, je vous montre juste un élément, mais il y a beaucoup plus et vous pouvez aller voir l'étude si ça vous intéresse. Là, on voit que sur la survie sans progression, il y a une différence significative avec un odds ratio à 0,66 et en fait, ça explique qu'il y a une diminution des métastases. Et enfin, la dernière étude qui a impacté beaucoup, c'est cette étude qu'on appelle niveau post-op. Elle est faite par le groupe Gortec dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc là, ça va être pour les tumeurs également avancées, où en fait, toujours en phase 3, on va mettre du nivolumab ou pas pour les tumeurs qui sont à risque. Et donc voilà le design de l'étude. Donc dans un des bras, c'est le traitement standard avec cisplatin et radiothérapie. Ça veut dire que là, on part d'un début après la chirurgie. Donc en fait, on va opérer, on va analyser les cellules cancéreuses par l'anapathe, on va classer, on va voir si les ganglions notamment, on observe des ruptures des ruptures capsulaires à ce niveau-là. Et donc ça va classer la tumeur avec un haut risque. Et donc, on pourra inclure la personne dans l'étude. Et donc là, le schéma, c'est après cette phase chirurgicale d'emblée, donc on met du niveau, et après on met du niveau avec du cisplatine, et après on continue avec du niveau. Et là, donc, ces résultats-là sont très, très, très encourageants, avec donc sur ces schémas-là, on voit que sur la DFS, on passe de 63,1 à 52,5 dans le bras standard, ce qui est significatif et très, très, très encourageant parce que ça fait, comme je le disais tout à l'heure, plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelles molécules qui permettaient d'obtenir ce type de résultats. Donc voilà, j'ai terminé la présentation. Je vous remercie, je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Et je voulais aussi souligner que vraiment la prise en charge de ces cancers nécessite plusieurs corps de métier, une coordination avec des spécialistes, avec vous. Et c'est sûr qu'on a besoin de continuer à travailler tous ensemble pour essayer d'apporter les meilleures solutions pour les patients. Et je remercie aussi mes collègues du Centre Henri Becquerel, hein, qui sans eux, on n'arriverait pas à faire tout ça, et qui m'ont aussi filé quelques diapositives pour vous faire cette présentation. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que certains ont des questions? Et donc, si oui, n'hésitez pas à les écrire dans le chat pour qu'on puisse les lire et puis les poser au docteur Obongo. Si certains veulent aussi directement les poser en démutant, ça ne me pose pas de problème. Avec plaisir. Est-ce que par exemple, je peux à ce moment-là, moi, poser une question? Est-ce qu'il y a... Ah, c'était très clair. Merci, Monsieur Quentin Gallery. Et donc, est-ce que dans certains de vos centres, vous participez à des études du REFCOR ou du GORTEC? Est-ce que ça vous parle ou pas? Personne prend la parole. J'espère que je ne vous ai pas fait peur.
Non, non, on a quelques retours dans la conversation par rapport à votre question. C'est chaud d'amener quelqu'un. Oui. J'ai pas suivi, du coup, il y a des, j'ai pas vu le chat, il y a des questions dans le chat, j'ai pas bien compris. Avec peu d'études Cortec en ce moment, oui. Oui, tout à fait, au CHU d'Amiens, bien sûr. Tout à fait, au CHU d'Amiens. Et on a utilisé exprès le terme des cancers des VADS parce que des fois, par abus de langage, on parle de cancer ORL, mais en fait, c'est des cancers qui concernent les voies aérodigestives supérieures. Et donc, il y a aussi les chirurgiens maxillofaciales qui vont traiter ce type de maladie. Oui, tout à fait. Il y a notre collègue Louisia qui dit que col niveau post-op, Santal, tout à fait. Oui. Pour Évreux, c'est vrai que c'est à voir. En fait, ce qui est intéressant avec ces groupes collaboratifs, c'est que pour des centres qui n'ont pas encore initié des travaux de recherche, bah, en fait, vous associez en fait à ces groupes coopératifs, c'est facile parce qu'ils vont vous glisser, ils vont vous aider en fait à rentrer facilement dans des projets de recherche. Donc c'est quand même intéressant, même si on n'est pas forcément pourvoyeur de l'idée, mais de suivre et de participer à ces essais, c'est vrai que ça a beaucoup d'importance. Oui, tout à fait. Au Delboeuf, oui, vous avez pu d'oncologue, oui, tout à fait. Donc après, je sais qu'au CHI d'Elbeuf, vous travaillez aussi pas mal avec le CHU de Rouen. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et au CHU d'Amiens, je vois le commentaire. Bien sûr, vous êtes sollicité par les CMF ORL, que je connais bien parce que j'ai eu le plaisir d'avoir été formé là-bas aussi. Et donc oui, travaille beaucoup avec le REFCOR. Merci. Ah, il y a une question. Une question, ouais. L'immunothérapie pour les tumeurs des VADS avancées, aurait-il encore de la place pour la chimiothérapie en association avec la radiothérapie en post-opératoire dans les années à venir? Bah, c'est tout à fait, on se pose en fait la même question, hein. On se pose la même question dans les études que j'ai présentées. Il y avait quand même l'association avec le cisplatine. Et c'est sûr qu'il y a eu d'autres essais, mais certains oncologues seront mieux placés que moi pour en parler, où des fois, on a essayé avec des anticorps monoclonaux, certains types de traitements, mais on a vu que ça n'a rien donné non plus. Donc oui, c'est sûr que l'avenir nous dira. C'est pourquoi il faut continuer de faire ces essais, de participer au mieux. Et bah, on aura la réponse dans le futur. Mais c'est la question qui se pose en effet. Et il faut aussi savoir que il y a certains patients qui répondent de manière, c'est rare, hein, mais il y a certains patients qui répondent de manière extraordinaire à l'immunothérapie. Moi, j'ai en tête une patiente qui avait une volumineuse récidive de lésions oropharyngées qui remontait assez loin. On devait l'opérer initialement, lui faire une grosse chirurgie où on allait faire une exérèse importante, sachant qu'elle avait déjà eu de la radiothérapie quelques années avant pour un ancien cancer. Et ben, au final, elle a eu de l'immunothérapie et tout a été nettoyé. Et donc, il y a quelques patients comme ça qui arrivent à avoir un effet super intéressant avec l'immunothérapie. Alors, il y a une autre question qui n'est pas portée sur la recherche, mais avec plaisir sur les cancers des VADS en relation avec l'HPV. Oui, la vaccination, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup. En France, on est très en retard par rapport à d'autres populations. Il faut savoir que, par exemple, en Australie, ils ont tellement d'avance qu'en fait, ils ont déjà pu étudier dans les jeunes patients qui ont été vaccinés l'efficacité de la vaccination sur l'apparition des cancers HPV et on voit une diminution. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est sûr qu'en France, on peut être réticent sur les vaccinations, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager.
Et oui, c'est efficace. C'est comme pour les cancers du col. Oui, c'est tout à fait efficace. Dans la politique vaccinale, en fait, on encourage. Il y a même des sessions qui sont faites dans les collèges. On essaye de parler de ça aussi, au moins à 2 reprises dans les centres de traitement dans l'année, parce qu'il y a la campagne Rouge-Gorge qui est en fait, on va dire, une session où on va beaucoup parler des cancers des VADS. Donc, on va encourager les personnes à connaître, à s'intéresser à ces cancers des VADS, parce que c'est pareil, des fois, on peut avoir un proche qui va avoir des symptômes qui ne sont pas forcément inquiétants, mais qui peuvent révéler un cancer. Donc, c'est important d'en parler et de ne pas être dans la méconnaissance. Et c'est pareil pour l'HPV, il faut en parler. Donc, on utilise ces campagnes-là pour en parler. Il y a aussi une autre campagne qui se fait plutôt en septembre et qui est internationale. Donc, c'est la semaine Make Sense, où justement, c'est un symptôme qui dure de plus de 3 semaines. Donc, il faut consulter. Donc, oui, pour l'intérêt de la vaccination à l'HPV. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, je vous ai redonné accès à vos micros, donc vous pouvez vous démuter et vous pouvez prendre la parole sans aucun souci, si besoin. Pas d'autres questions? Merci pour votre présence. Voilà, du coup, si personne se manifeste, je vous remercie déjà à tous d'avoir répondu présent à cet atelier ArcTech IDE qui nous encourage à en refaire. Et évidemment, un grand merci à vous, Dr Obongo, pour votre présentation et sa qualité. Et donc voilà, le webinaire sera disponible en replay, donc vous pourrez le voir. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, des retours, des suggestions d'autres sujets. Voilà, on se fera un plaisir d'essayer de coller au mieux à vos attentes. Donc surtout, n'hésitez pas.